On a le plaisir d'accueillir Ingrid Berthet, qui est coprésidente de l'agence B-Side, agence de communication B-Side à Nantes, et par ailleurs membre du réseau APECOM. Et donc, il va nous parler, comme vous le savez, de comment communiquer dans cette période de crise globale. Bonjour à tous, merci de cette invitation. On va aborder rapidement la question un peu globale de pourquoi communiquer dans cette période, puis on fera un point un peu plus précis sur la com interne, sur la com externe, et notamment avec sa dimension plus commerciale, et puis j'essaierai de vous livrer en synthèse finalement une sorte de ligne de conduite pour vous éclairer au travers de questionnements de communication dans les jours qui viennent. La première question, c'est pourquoi communiquer et voilà, la réponse à mes yeux tient dans ce slide. L'image et la réputation de l'entreprise sont des actifs. Quiconque a eu l'occasion dans sa vie de dirigeant de se poser la question de la valeur dans son entreprise et de la faire estimer par des spécialistes, sait qu'à un moment, la question de l'image, de la notoriété, de la réputation, de la confiance, de la fidélité des publics pour aménager une valeur financière d'entreprise. Et ces actifs-là sont d'autant plus importants quand le reste des indicateurs économiques de l'entreprise sont un peu mis en danger ou incertains, comme c'est le cas dans la période actuelle. Et la bonne nouvelle, c'est que ces actifs-là, vous avez le pouvoir de les préserver, même si l'entreprise traverse des moments difficiles. Donc, c'est tout l'enjeu de la communication dans une période de crise de manière générale. Et donc, cette première partie, je veux revenir avec vous vraiment rapidement sur quelques principes fondamentaux de base de la communication de crise. Je ne les rappellerai pas ici tous de façon exhaustive, on pourra éventuellement compléter lors des échanges, mais je voulais en partager deux avec vous. Pourquoi communiquer dans cette période et de manière générale dans une période de crise? Je vous ai résumé deux grands principes de base en faisant appel à des expressions populaires que vous pourrez retenir. La première, c'est « y a-t-il un pilote dans l'avion ?» La question que se posent toutes les parties prenantes de l'entreprise au moment où l'entreprise est en crise. Et c'est valable lorsque la crise touche une seule entreprise, c'est aussi valable dans la situation compliquée qui nous affecte tous en ce moment. Le maintien de la confiance, qui est l'enjeu de la communication de crise, repose sur cette capacité à montrer que la situation est prise en compte, est comprise, est analysée et est gérée avec un regard et des actions qui sont à la hauteur des enjeux engagés. Je parle de maintien de la confiance parce que c'est ça qui se joue en crise. Préserver l'image et la réputation d'une entreprise au travers d'une crise, c'est pas faire comme s'il ne se passait rien, c'est pas faire comme si tout était bien, c'est pas marronner, c'est pas mettre les difficultés sous le tapis, c'est être capable, dans une situation qui se complique et qui doit être assumée, de maintenir des liens de confiance avec l'ensemble de ces publics stratégiques. Et donc, cette confiance, elle repose d'abord sur ce premier point, qui est d'être capable de montrer et de dire, et ça de façon régulière, qu'il y a un pilote dans l'avion, en partageant tout simplement la vision que l'on se fait de la situation qui affecte l'entreprise, des actions que l'on met en place. La deuxième expression sur laquelle je propose ce matin pour comprendre ce dont on parle, c'est la nature a horreur du vide. Donc là aussi, c'est important de communiquer pour tout simplement ne pas céder la place aux rumeurs, à la désinformation. Vous avez sans doute tous constaté autour de vous, parce que je pense que c'est assez répandu, qu'on a tous été comme ça au moins les premiers jours. Lorsqu'on s'est retrouvés dans la situation de confinement, on était tous plus ou moins pendus
à nos smartphones et à toutes les sources d'informations qu'on pouvait trouver parce qu'on avait besoin de s'abreuver d'infos, de comprendre ce qui était en train de se passer, de se faire une idée, de se construire une image mentale et de chercher des éléments auxquels se raccrocher pour se projeter. Et à ce moment-là, l'entreprise n'est pas là pour jouer son rôle et prendre sa parole et expliquer ce qui se passe, donner sa vision, etc. Eh bien, ce sont d'autres images, d'autres sources d'informations qui vont prendre la place et vous n'êtes pas à l'abri d'un risque voilà, de désinformation, de mauvaise compréhension, de désengagement aussi des salariés parce qu'ils auraient conclu d'une information un peu générale que votre entreprise allait fermer ses portes alors que ce n'est pas le cas. D'occuper le terrain, alors suffisamment, ça ne veut pas dire suroccuper le terrain, on verra tout à l'heure, mais il y a un vrai sujet quand même autour de ça. La vue sur personne et aucun retour. J'espère que tout se passe bien pour vous, que je ne vous ai pas perdu. Donc, dans cette situation particulière, déjà par rapport à ces fondamentaux, à minima, si vous devez retenir une première chose, c'est que à minima, le rôle de l'entreprise, ça va être de communiquer pour tenir ses parties prenantes, on va revenir après dessus, informées. Donc on parle d'information régulière, c'est ça déjà la base de la communication de crise. Donc informer, ça veut dire des faits. Et des faits, c'est quoi? Le niveau d'activité, les mesures de protection mises en place, les mesures de fermeture, les mesures de reprise, les mesures d'aménagement des conditions de production, des conditions pour délivrer le service au client. Et puis aussi les perspectives, comment on envisage l'avenir de l'entreprise dans les 3 jours qui viennent, dans la semaine qui vient, dans les 3 mois. Voilà. Donc là, vraiment, le premier sujet, c'est de penser information régulière pour ces parties prenantes. Et ça implique, c'est ce que je vous ai dit en dessous, évidemment de définir qui sont vos parties prenantes et en particulier vos parties prenantes clés, parce que les parties prenantes de l'entreprise, on a de multiples, il faut se concentrer sur et les principales, j'en ai listé quelques-unes en dessous, ça peut dépendre. Il y a évidemment les salariés, on va y revenir, évidemment les clients, vos fournisseurs aussi sont des parties prenantes, il ne faut pas les oublier, plus ou moins stratégiques, mais quand même. Les candidats, là, on est dans une perspective où, dans la vie normale, entre guillemets, vous auriez des sujets de recrutement forts. Il ne faut peut-être pas les oublier dans cette période-là non plus. Les banquiers, les investisseurs au sens large, etc. Chacun peut faire son marché là-dedans, mais se questionner sur ces parties prenantes et s'interroger sur les informations que ces parties prenantes attendent pour tout simplement continuer à savoir que vous existez et continuer à savoir que vous êtes là, on peut compter sur vous, on peut continuer à avoir confiance en vous, même si maintenant vous êtes fermé, c'est super important. Ça, c'était un balayage rapide, je regarde l'heure. Alors, je vais me concentrer maintenant sur la cible salariée et la question de savoir comment communiquer en interne. Je l'ai mis en sous-titre, c'est un sujet important, il s'agit, sans mauvais jeu de mots, dans la période vraiment d'être au petit soin pour ces équipes, de soigner ces équipes, d'en prendre soin. Alors, je vous ai mis ici, pour info, à la fin de ma présentation, et je pense qu'elle sera partagée, il y a une bio, entre guillemets, enfin quelques liens vers des références et puis d'autres lectures. Donc, le premier point sur l'interne, c'est que la parole de l'employeur est attendue. C'est une conviction forte de ma part et j'ai trouvé des études très récentes qui le confirment, donc c'est toujours plus intéressant quand c'est étayé. Ça, c'est une étude Elan Edelman qui a été réalisée tout début mars, donc début des mesures de confinement dans divers pays. Ce n'était pas encore le cas en France. Et en gros, ce que ça dit, c'est qu'il y a une attente, d'abord, il y a une confiance, a priori, y compris en France, ce qui est notable, des Français envers les employeurs pour avoir des conduites responsables en fait, face au coronavirus. Il y a une attente forte d'action pour protéger les salariés, pour protéger la société en sens large, pour mettre en place des choses dans l'entreprise, pour adapter les fonctionnements, pour s'adapter aux salariés. Et puis, il y a une attente assez forte aussi
de points d'information, alors là carrément quotidien de la part de leur employeur. Quotidien ne s'applique pas à tout le monde, mais c'est pour dire que la parole de l'employeur, et ça résonne par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le besoin d'information dans les périodes de stress et où en fait on est déstabilisé par rapport à l'habitude. Là, ça touche le monde économique, ça touche le monde de l'entreprise. Donc les salariés attendent de l'information, de la parole, de la part de leur employeur. Ça, c'est fondamental. Il faut en tenir compte. Ensuite, du coup, communiquer en interne, ok, la parole est attendue, mais qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on dit d'abord? Communiquer pour faire quoi? Pour dire quoi? Avec quels objectifs? Le premier point, là aussi, ça s'inscrit en toute logique par rapport à ce que je viens de partager avec vous. Le premier point, c'est d'informer et de rassurer. Informer, voilà, on a vu les besoins d'information précédemment, de l'information régulière sur à l'entreprise dans cette période de crise, où on en est, qu'est-ce qu'on met en place, est-ce qu'on ferme, est-ce qu'on rouvre, comment on protège les salariés, quelles sont les consignes, comment ça se passe avec les clients, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut partager. Rassurer aussi, alors, rassurer, c'est pas simple. Je ne sais pas, là, dans le public, quelles sont les situations des entreprises. Aujourd'hui, évidemment, il y a des entreprises qui sont totalement à l'arrêt, il y a des entreprises qui continuent à travailler, il y a des entreprises qui sont entre les deux. Il y a il y a des entreprises qui sont sur le front, avec des salariés qui sont au contact encore. Donc, évidemment, il faut adapter à chaque cas particulier. L'idée globale de rassurer, c'est quand même de donner des perspectives. Donc, c'est ce que je disais sur dire quel impact pense-t-on que cette crise va avoir sur l'entreprise, donner un peu des perspectives, tout en intégrant quand même l'incertitude, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que votre boîte elle va bien maintenant qu'il faut être absolument dans la surpromesse et on va traverser ça comme des cadors, etc. Je vous renvoie, et sans esprit de polémique du tout, hein, à la communication gouvernementale, ce que vous n'avez surtout pas envie de reproduire, c'est de vous retrouver avec des salariés qui vous rappellent aujourd'hui la parole que vous aviez il y a 15 jours et qui était hyper positive si aujourd'hui vous vous annoncez du chômage partiel. On a tous vu tourner en boucle ces vidéos de responsables qui disent que tout va bien, que ça va être simple, que c'est pas un souci, et puis 3 semaines après on est en confinement. C'est pas du tout un jugement de ma part sur la gestion de la situation, c'est juste pour dire que cette impression d'inconstance et de renier sa parole, elle est hyper mauvaise sur la confiance. Et donc, il faut surtout éviter ces situations-là. Donc, même si vous êtes positif aujourd'hui, il faut le dire parce que c'est important, c'est rassurant. Et en même temps, il faut aussi rappeler que la situation change tous les jours, que vous êtes toujours en vigilance, que pour autant vous vous renseignez et vous anticipez les difficultés possibles, etc. Et il ne s'agit pas non plus d'être catastrophiste. Quand bien même vous avez en tant que dirigeant, par exemple, une conviction, un stress sur le fait que vous n'êtes pas sûr que votre boîte s'en relève, il y aura un temps pour partager ça, mais ne le livrez pas comme ça brut de décoffrage à vos salariés parce que ce n'est pas le moment non plus de rajouter du stress au stress. Et c'est là qu'on peut vivre un peu la solitude du dirigeant et que les réseaux sont des lieux très importants parce qu'on peut partager ça sans le faire peser sur ses salariés. Le deuxième objectif de la com interne, c'est maintenir un collectif. Je vous renvoie, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus parce que je vois que l'heure tourne, mais je vous ai mis un lien dans la vidéo à la fin vers une interview que j'ai trouvée très intéressante d'un psychothérapeute, et ce n'est pas le seul à être intervenu sur ces sujets-là récemment, qui soulève la question des risques chez les salariés liés à l'isolement. Le travail, on le sait, c'est quand même du lien social, de la reconnaissance sociale. Il est souvent décrié, il est quand même, c'est dans ces moments-là qu'on s'aperçoit aussi combien il est important. Et donc se retrouver tout seul chez soi, ça peut être très compliqué. Donc, dans une société qui continue à tourner, c'est important de maintenir des rituels, d'entretenir une dynamique d'équipe, malgré la distance. Donc, on va voir après comment ça peut se faire. Je veux venir sur le point de la question des entreprises où il y a tout
Alors évidemment, normalement, quand on est en chômage, on n'a plus de lien avec l'entreprise, donc on est supposé pas communiquer vis-à-vis d'eux. Je pense qu'on est dans une situation très particulière et qu'il y a un vrai risque à laisser les gens s'enfermer chez eux et puis leur dire bon, ben, on vous rappellera quand ce sera fini pour le moment où vous ne travaillez pas. Donc je pense qu'il est important d'imaginer aussi des manières de communiquer vis-à-vis de ces personnes-là, même si on est un peu hors des clous, on va dire, sur le plan de la légalité. Et donc ça, c'est d'autant plus facile à faire que l'ambiance dans l'équipe et la communication interne sont déjà bien installées, qu'il y a déjà une confiance dans l'entreprise. S'il y a une confiance dans l'entreprise, les salariés vont plutôt être en demande de cette poursuite de communication, même s'ils ne sont plus actifs. Voilà, dans des entreprises où le climat social est plus compliqué, il faut c'est la question. Mais je pense que c'est important de maintenir le lien. Vous aurez besoin aussi de cette équipe remobilisée en sortie de crise et donc il ne faut pas les abandonner dans la nature. Le troisième point, évidemment, c'est valoriser les salariés qui sont au front, parce qu'il y en a, c'est l'industrie, c'est la distribution de manière générale. Enfin, vous connaissez tous ces métiers, je ne vais pas en faire la liste. Il y a un gros travail de valorisation à faire aujourd'hui. Ce sont des métiers qui sont plutôt les métiers invisibles, les métiers plutôt dévalorisés d'habitude. Aujourd'hui, on voit émerger dans les entreprises, et c'est heureux, une forte présence auprès de ces publics-là. C'est important de le faire, c'est même fondamental aujourd'hui. Et après, je me permets de glisser un message. Je pense que ça ne devra pas s'arrêter à la fin de la crise. Ce n'est pas non plus qu'un sujet de com interne, c'est avant tout un sujet de management. Mais c'est super important et la com interne doit aussi avoir ce rôle. Comment on s'y prend très rapidement en termes de messages? Je l'ai dit, il y a l'actu, hein, donc l'information en étant clair, lucide, etc. Je ne reviens pas dessus. Il y a évidemment des messages d'attention aux personnes. C'est super important dans cette période où on est tous plus ou moins en danger à des degrés différents, de s'assurer que les gens vont bien physiquement, qu'ils vont bien mentalement, que s'ils sont en télétravail, ils arrivent à s'organiser, qu'ils ne sont pas dans la souffrance, qu'ils ne sont pas dans la difficulté, savoir s'ils ont de l'aide, etc., etc. Ces messages-là sont super importants. C'est les messages, de façon générale, ils doivent être en cohérence avec la vision de l'entreprise, ça reste avec ses valeurs. Les valeurs, souvent, pour les entreprises, il y a, enfin souvent, on voit souvent ça, des valeurs affichées sur le mur qui ont été à un moment imaginées par un comité de direction, par un groupe de travail sur le mur, et puis on ne se repose pas tellement la question tous les jours de ce que ça veut dire dans les actes et dans les paroles. Et c'est le moment de ressortir ça et de s'appuyer dessus pour essayer de traverser cette période et de guider sa communication interne et d'ailleurs sa communication externe dans cette période-là. Les moyens, je crois beaucoup, ça me paraît très important, la prise de parole directe, transparente et régulière des dirigeants. C'est important, on parlait tout à l'heure de dire il faut montrer qu'il y a un pilote dans l'avion. C'est dans ces moments-là que le dirigeant est attendu, que son rôle est crucial et qu'on compte sur lui, donc il faut montrer qu'il est là. Et donc des temps de prise de parole directe, s'ils peuvent être organisés, sont très importants. Le relais de la communication managériale est fondamental aussi. Alors, c'est mieux si elle a été construite avant. C'est pas simple de construire la communication managériale dans cette période, mais il faut s'attacher à le faire. Les managers ont un rôle à jouer. Et puis, on peut créer de nouveaux rituels. Vous lirez l'article du psychothérapeute qui dit combien les rituels sont rassurants dans les périodes de turbulence. On n'a plus la machine à café, on n'a plus la petite réunion d'équipe. Bon, voilà. Comment on recrée tout ça au travers, notamment, c'est ce que je vous mets en dessous, des outils digitaux qui doivent être mis ici au service de la relation humaine. L'info peut passer par SMS, ça peut aller du SMS d'info régulier à carrément des trucs de team building. Alors, je n'ai pas creusé, mais et sans vouloir faire de pub, Klaxoon, qui est une appli de la région et qui connaît son succès, propose gratuitement ses services actuellement. Et j'ai vu qu'il y avait des aventures, des trucs, enfin, il y a carrément des jeux, etc. Donc, voilà. En fonction. Alors, par contre, le point important, c'est que on ne crée pas dans cette période-là une culture collaborative. Soit elle était là avant et on s'appuie dessus et ça va donner vraiment, voilà, c'est une force pour l'entreprise. Soit elle n'existe pas et c'est pas très simple de construire ça aujourd'hui. Donc il faut aussi adapter
la communication, les rituels et les outils qu'on met en place, à la culture managériale et à la culture de communication de l'entreprise. En externe, je vais aller vite. Les principes généraux, vous avez tous entendu Bruno Le Maire dire il est nécessaire que le pays ne soit pas à l'arrêt. Dans les faits, c'est quand même compliqué de faire sa communication commerciale aujourd'hui parce que d'abord, il y a plein de canaux qui sont désormais fermés, les clients qui sont désorganisés ou fermés, et puis, et ça j'insiste là-dessus, quand vous vous adressez à quelqu'un, client, prospect, vous ne savez pas nécessairement à quel degré son entreprise, sa famille, ses proches sont touchés par ce qui reste quand même pour beaucoup dans ce pays un drame sanitaire. On peut être en train de le vivre simplement sous l'angle du confinement et voilà, c'est une expérience, mais qui n'est pas, elle est de l'ordre du drame pour un certain nombre de personnes dans ce pays. Et donc ça, je pense que c'est très important de l'avoir en tête avant toute démarche de communication. Donc, j'ai essayé de balayer quelques axes en pub et marketing. Alors, pub et marketing, ce n'est pas forcément ma spécialité. La spécialité de l'agence étant plutôt la communication corporate, la réputation, l'image des entreprises. Pour autant, quelques éléments pour savoir si vous pouvez continuer à faire ou pas. Ça dépend évidemment de vos cibles. Je vous ai mis quelques éléments d'études plus loin, disant qu'en B2C, par exemple, les Français, a priori, aujourd'hui, rejettent la communication des marques pendant la crise, sauf la génération Z, donc les plus jeunes. Et c'est à moduler aussi par rapport au troisième point de ce slide, qui est les messages. C'est-à-dire que, OK pour des coms de marque, mais à condition qu'elles apportent une contribution positive, qu'elles apportent de l'utilité dans cette période de confinement ou de crise sanitaire. Voilà, contribuent finalement et que à la situation actuelle, en y apportant des choses et non pas qu'elles continuent le discours qu'elles avaient préalablement. En B2B, la question, c'est plus du niveau de disponibilité intellectuelle et émotionnelle de vos clients, et ça renvoie à ce que je disais à l'instant. Il faut faire attention à des canaux qui peuvent être perçus comme agressifs. C'est le sujet de l'emailing actuellement, à moins de proposer une solution qui va venir, qui solutions à cette période de crise, soit pour apporter des solutions techniques pendant le confinement, des solutions d'évasion, soit des solutions sanitaires. Hormis ça, l'emailing est peut-être un petit peu plus compliqué à faire en ce moment. Le démarchage sur LinkedIn aussi, on verra après. Moi, je trouve que c'est un peu compliqué dans cette période. Évidemment, ça dépend de votre activité, si vous êtes ouvert ou pas. La grande distrie est ouverte, les opticiens sont fermés, les campagnes, celles des opticiens sont arrêtées. C'est logique, on ne va pas communiquer sur son réseau de distribution quand le réseau de distribution est fermé. Il a aussi en B2B, évidemment, selon qu'on a une activité qui apporte ou pas des solutions pendant la crise, on est légitime ou pas à prendre la parole et à communiquer. Voilà. Et je vais passer rapidement, mais le dernier point, c'est la question de votre risque à ne pas faire. C'est-à-dire que est-ce que vous êtes aujourd'hui dans une période, ça dépend aussi de la saisonnalité, par exemple, de votre activité, si c'est aujourd'hui que ça se joue pour un an, et que votre prochaine fenêtre de tir, c'est dans un an. Et c'est le cas, par exemple, quand on a un reportage ici pour les articulateurs. Bon, qu'est-ce qu'on invente aujourd'hui pour essayer de pas, d'exister quand même malgré les difficultés. Sur les relations médias, ça je voulais faire un point là-dessus. Pour le coup, ça c'est une spécialité aussi chez nous. Pendant la crise, les RP continuent, les relations presse continuent. Il y a des subtilités, il y a des formats qui changent, il y a des lignes éditoriales qui s'adaptent. De manière générale, ce qu'il faut avoir en tête, ce que je vous mets là, tout ce qui est médias régionaux et nationaux d'ailleurs, généralistes et économiques, donc on parle du journal des entreprises, des échos, de toutes ces presses-là, ils sont très intéressés par tout ce qui a trait à l'impact du coronavirus sur les entreprises et les Français et la manière dont les entreprises gèrent le coronavirus, etc. etc. Et il y a aussi quand même des fenêtres de tir pour des actualités économiques significatives. Si vous êtes en plein dans un rachat, une fusion, des annonces de résultats, etc., ça passe quand même aujourd'hui. Donc, il y a des fenêtres de tir. Les médias spécialisés professionnels continuent leur activité. Alors, ils sortent des newsletters très en coronavirus, mais a priori, ils maintiennent le travail sur les dossiers de fond. Ils travaillent sur des magazines qui vont sortir dans 1 mois, dans 2 mois. Ils continuent à avoir besoin d'infos froides pour préparer ce qui sortira
voilà, en juin, en juillet. Donc il faut continuer à mener vos actions là-dessus. Et puis la presse magazine grand public, pareil, à date, ça c'est révisé régulièrement par nos équipes. Ils continuent à préparer, alors là on parle de magazine féminin, etc., etc. Ils continuent à préparer le marronnier fête des mères, préparer l'été, voilà. Donc ils vont adapter un petit peu, vous voyez, 10 conseils pour préparer son summer body malgré nos 4 repas par jour de période de confinement. Voilà, c'est très futile, mais c'est quand même encore là. Donc voilà, quand vous avez si vous êtes dans des activités pour lesquelles vous faites des RP auprès de ces presses-là, ce n'est pas le moment de s'arrêter parce que les journalistes sont en attente de sujets. Et par ailleurs, il y a des formats qui s'inventent. Il y a des premières conférences de presse en visio qui ont eu lieu, etc. Donc la vie ne s'arrête pas dans les médias, même si évidemment, les rédactions sont un peu plus vides, il y a un peu moins de pages, il y a des rubriques un peu différentes. Mais voilà, on peut continuer sa présence. Sur les réseaux sociaux, rapidement, 3 cas de figure. Si vous n'y êtes pas, ce n'est pas le moment d'y aller. Vous êtes présente mais peu active. Moi, je vous recommande juste d'épingler finalement la position officielle de l'entreprise et c'est une mise à jour sur vos fils. Voilà, féliciter vos équipes aussi, pour vous valoriser. Voilà, des choses assez simples. L'entreprise est active et utilise les réseaux sociaux comme canal marketing, il y a des choses à faire. D'abord, c'est hyper important de déprogrammer tout ce qui était programmé automatiquement, que ce soit en organique ou en campagne publicitaire, parce que la pub qui tombe comme un cheveu sur la soupe, parce qu'on a oublié de la déprogrammer, qu'elle parle d'un truc qui est complètement décalé par rapport à l'atmosphère actuelle, c'est plutôt très mauvais pour l'image. Là aussi, partagez et épingler la position officielle de votre entreprise et ses mises à jour. Partagez l'actu. Et puis, si vous avez une communauté qui existe, continuez de l'animer, mais pensez à quels peuvent être vos messages par rapport à cette situation de crise. Est-ce que vous pouvez apporter des solutions, etc. Maintenez le service client, évidemment. Et moi, je recommande, sauf si vous êtes un community manager confirmé, d'oublier l'humour, parce que dans les périodes compliquées comme ça peut être très mauvais, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'une énorme bourde, d'une maladie passe mal et c'est toujours un peu compliqué. On termine avec 2 slides de conclusion. Ce qui compte vraiment pour moi, à mon avis, c'est trouver l'équilibre entre une com interne qui doit être renforcée, parce que vous avez compris, je ne reviens pas dessus, c'est hyper important, et une com externe qui, je pense, doit être allégée. Je trouve, moi, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mises un peu à surcommuniquer dans cette période, un peu comme si elles avaient peur du vide, un peu, je ne sais pas si vous avez déjà fait un dîner dans le noir. Un dîner dans le noir, les gens ne se voient plus, donc ils se mettent à crier, ils ont peur de ne pas exister. J'ai un peu ce sentiment-là aujourd'hui, ça ne sert à rien, ça crée de la cacophonie, et il ne faut pas oublier que vos interlocuteurs en face de vous, ils sont quand même pas tous en train de se mettre à lire Proust et de faire du yoga. Ils sont plutôt débordés pour gérer leur boîte dans des conditions particulières. Et c'est pas la peine d'apporter de la surcharge pour le plaisir de se dire on va continuer à être là. Donc, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qui est utile? Je pense qu'en raisonnant l'utilité, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc la question à se poser, c'est quelles sont les parties prenantes qui ont besoin d'infos, de quelle info et de quelle com ont-elles besoin? Est-ce que j'ai des contributions à apporter à la gestion de la crise globale? Est-ce que ça a un intérêt de les communiquer? Je pense à EMC2 qui fait un appel pour les imprimantes 3D pour des respirateurs. Il faut communiquer parce qu'un appel, ça se communique. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Et puis, quand même, posez-vous la question de dire quelle est la communication pour aujourd'hui et pour les semaines qui viennent est indispensable à ma reprise. Comment est-ce que je ne disparais pas quand même des radars? Donc, c'est le bon équilibre. Et puis, moi, je vous recommande tout simplement, au-delà de tous ces points un peu peut-être experts, de dire faites-vous confiance. Prenez le temps, en fait, de poser la question, de faire appel à votre jugement personnel et de faire appel au jugement de vos proches. Je pense que dans cette période, c'est utile de poser la question autour de vous, de dire si je communique là-dessus, est-ce que ça te paraît pertinent? Est-ce que ça te paraît décalé? Est-ce que tu trouves que ça fait coup de com' et que j'ai un risque d'image? Parce qu'on a tous des perceptions quand même un peu différentes de ce qui se joue en ce moment. Et dans ce moment-là, je pense que l'intelligence collective peut être utile. Voilà, la biblio, je vous remercie. J'ai un peu débordé, j'espère que ça cette question quand même. Et juste le dernier point, ce que je voulais vous dire, c'est attention, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Ça change tous les jours. L'état d'esprit change tous les jours. Donc, toutes ces questions sont à se reposer
tous les jours, je pense. Je n'ai pas fait mes 20 minutes. Un grand merci Ingrid. Et merci et bravo, parce que j'imagine que c'est pas simple de parler devant un auditoire invisible. Et, Je me parle à moi-même, c'est l'effet confinement. c'est intéressant, et puis le temps est assez court, donc aborder tous ces points dans ce temps-là, c'était un beau challenge, donc bravo. On va se laisser quand même un temps pardon, pour les questions, 5 minutes, hein, quitte à ce qu'on déborde. Et donc oui, il y a la question de la présentation, on va mettre ça en ligne sur notre site web OMC2, sur notre page web café, puisqu'il y a d'autres web cafés qui auront lieu dans les prochaines semaines. Donc tout le programme est disponible sur notre site web pôle-emc2.fr. Donc là, on se laisse un temps pour vos questions via le chat. Vous avez les petites bulles, là, l'onglet. Donc n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole. Une question de El Amoury Quiroga. Me conseillez-vous de préparer, planifier ce genre d'événement plutôt que de subir? Alors, ce genre d'événement, j'imagine qu'on parle de la crise sanitaire. Alors, oui. Alors, effectivement, là, on parle de communication de crise de façon plus générale. On est meilleur communication de crise quand on a préparé. Ça, c'est un autre des fondamentaux de la communication de crise que j'aurais pu effectivement rappeler. La clé, c'est l'anticipation. On est meilleur si on a préparé ses process, si on a préparé ses outils. On est meilleur si on a une com interne préalablement établie, etc. etc. Et, quand on travaille en communication de crise en amont, en préparation des entreprises, on imagine des situations, on ne peut jamais tout anticiper. On ne peut pas écrire tous les scénarios, c'est impossible, la crise elle se présente jamais comme on l'avait imaginé, au moment où on l'avait imaginé, etc. etc. Donc on ne peut pas avoir tout anticipé. Si on a déjà travaillé sa préparation de crise, ses process et tout, évidemment on est mieux armé dans une situation comme celle-là. Il n'est pas trop tard si on ne l'a pas fait. Et je vous renvoie à un des liens que j'ai mis dans la vidéo. Très immodestement, je vous renvoie à un article que j'ai écrit la semaine dernière sur le site de B-Side sur le pilotage de l'entreprise en mode crise, qui rappelle justement ces questions d'anticipation, des cellules de crise, etc. Si on ne l'a jamais fait, il n'est pas trop tard pour mettre en place un minimum d'organisation et il n'est pas trop tard aujourd'hui pour commencer à anticiper la semaine prochaine, la semaine d'après, etc. Donc oui, l'anticipation est un facteur clé dans la réussite de la gestion de crise au sens large d'ailleurs et pas que de la com. Merci Ingrid. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires ou des témoignages sur vos communications de crise actuelles? Quelle place pour la créativité versus l'utilité en cette période? Alors, c'est une bonne question. Je pense que raisonner utile, pour moi, c'est la clé parce que c'est la clé sur le fond, c'est-à-dire de se dire, c'est comme ça qu'on est sûr de pas faire de maladresse, de pas surcommuniquer pour rien, de pas être accusé du coup de com', etc. Une fois qu'on s'est posé la question de l'utilité, il n'est pas interdit d'être créatif dans la mise en place de sa communication si c'est la culture de l'entreprise, si ça correspond à ce qu'on fait d'habitude. Les grandes marques, le grand public aujourd'hui, j'ai des exemples évidemment que vous avez tous vus, mais j'en sais rien. Nike, par exemple, se dit dans cette période que les gens ne peuvent plus faire de sport, quelle est mon utilité? Mon utilité à moi, équipementier sportif, c'est d'inciter les gens à rester actifs à l'intérieur. Ok, là je suis légitime pour prendre la parole. Une fois que je dis ça, je peux être inventif dans la manière de le faire, des tutos, des compétitions indoor en appartement, etc. etc. Donc, ce n'est pas interdit d'être créatif dans la réalisation, mais je pense que la question de l'utilité de sa com, elle est vraiment fondamentale pour et ce n'est pas le moment de se mettre à communiquer, je dirais, à vide. Et en com interne, c'est la même chose, il n'est pas interdit d'être
créatif sur la mise en œuvre. Quand je disais, j'ai pas creusé, et encore une fois, il y a sûrement d'autres applis qui le font, j'ai pas d'action chez Klaxoon, mais Klaxoon qui propose dans son dispositif des aventures en ligne, etc. Je sais pas en quoi ça consiste, mais j'imagine qu'il y a des manières très ludiques, très inventives de continuer à animer ces équipes. Donc voilà, mais par contre, la question préalable, à mon avis, c'est quand même celle-là, c'est de me dire auprès de qui finalement je suis utile et donc légitime à communiquer et sur quoi. Je suis assez convaincue de ça malgré tout. On a une question, enfin un point en tout cas d'importance de Catherine Dor là, sur le PCA, plan de continuité d'activité. Ouais. Euh, Ouais. Sachez par ailleurs, j'en profite pour faire la pub pour nos prochains webcafés, le 14 avril, on aborde ce point via une intervention de l'école Pop sur le PCA via le lean durable. Donc on aura l'occasion d'en parler. Et Ingrid, je ne sais pas s'il y a un petit mot sur la communication autour de son PCA, si on en a un. Ah bah, c'est quand je disais au départ toutes les informations, enfin les fondamentaux, c'est le partage de ce qui se met en place dans l'entreprise. C'est clair que la communication sur le PCA dans les premiers jours, elle a été fondamentale. Et d'ailleurs, toutes les entreprises, pour le coup, ont eu ce réflexe assez spontané et salutaire de communiquer auprès de leurs clients, de leurs fournisseurs, de leurs salariés, pour faire court, sur comment on se met en œuvre, comment on s'organise, comment on est encore là, ou comment on n'est pas encore là, mais là, on est moins dans la continuité d'activité du coup. Donc oui, ça c'est super important. Ça a été fait dans les premiers jours. Il faut le refaire s'il y a des mises à jour, c'est-à-dire il y a des entreprises qui ont leur site de production et puis qui s'organisent aujourd'hui pour les réouvrir aujourd'hui, la semaine prochaine. Donc ça nécessite des mises à jour de cette communication. Après, je pense qu'on ne peut pas rester en boucle pendant 3 semaines, pendant 4 semaines sur on est encore là, on est confiné, mais on est là. Regardez la tapisserie de mon salon, regardez mon chat. Bon, et voilà, ça c'était au début cette communication sur le PCA et comment on s'organise pour continuer à être là. Les aménagements des services clients, etc., c'est fondamental. La mise à jour de ça, c'est fondamental. Continuer à raconter sa vie simplement autour du fait qu'on est encore là, je pense que c'est pas utile. On va peut-être prendre juste la dernière question, là, une dernière question ou alors il y en a deux, sur les risques psychosociaux lors du chômage partiel. C'est vrai qu'il y a une interdiction d'être, c'est une bonne question d'être en lien professionnel avec nos salariés. Ouais, c'est ce que je disais. Alors, pour être très honnête avec vous, je me suis pas encore, j'ai pas encore posé la question de savoir si la directe, par exemple, émettait des recommandations ou des interdictions. Moi, je suis assez. J'espère que vous m'entendez toujours. Moi, je vois plus la vidéo là. C'est bon. C'est bon, super. Donc, pour être très franche, je n'ai pas regardé ça encore du côté de la directe et de ce qui est permis, pas permis. Normalement, on n'est pas en lien avec ses salariés quand ils sont au chômage. Donc, voilà, je ne suis pas sûre qu'il y ait des aménagements, qu'il soit posé la question d'aménagement dans cette période-là. Moi, je pense, et je pense personnellement, mais c'est étayé surtout par, et notamment, voilà, j'ai mis un exemple d'article de psychothérapeute, mais ce n'est pas le seul à être intervenu là-dessus. Il existe effectivement des risques psychosociaux liés à l'isolement, au fait tout d'un coup d'être laissé sur le carreau, de ne plus être utile aussi. Les salariés qui sont mis en chômage partiel dans un moment où on est plutôt en train de se dire comment on aide, comment machin, ça peut être très difficile à vivre. Et donc c'est pour ça que moi je pense maintenir le lien. Alors les jours, pas de façon excessive parce qu'ils sont en chômage partiel, je pense qu'il faut trouver des moyens de continuer à le faire. Je mets un petit bémol, ça dépend du climat social. C'est-à-dire que si vous êtes dans une entreprise où le climat social est mauvais, vous pouvez effectivement vous faire tacler à un moment par les syndicats. Vous êtes gentil, mais on est au chômage partiel, donc voilà. Mais je pense que dans la plupart de nos boîtes, c'est plutôt attendu et ça sera plutôt bien perçu. Laisser sur le carreau ces salariés qui déjà tout d'un coup perdent leur job, qui stressent sur leur avenir et tout d'un coup qui se sentent inutiles et on leur dit plus rien. Je pense que c'est pas une bonne solution. Très bien, merci Ingrid. On va devoir s'arrêter là. Donc je vois qu'il y a des messages qui s'affichent dans la proposition de création de podcast, si je comprends bien, de M. Sanka. Donc vous pouvez prendre les contacts.
En effet, on a le web café, on a des prochains web cafés, mais j'ai pas trop le temps là. Donc, allez voir sur son site, comme je vous le disais, tout est en ligne. Et on va encore remercier Ingrid pour cette belle présentation. C'était très intéressant et j'espère Avec que plaisir. ça convient à tout le monde. Ça a pu vous aider, vous donner des clés pour les prochaines semaines et J'espère même les aussi, prochains c'était mois. le but, même si c'était un peu court et forcément un peu général. Mais merci beaucoup en tout cas de cette invitation et j'espère avoir été un peu utile. Voilà. Merci beaucoup Ingrid et bonne journée à tous. Merci, bonne journée à vous.